présent. Je vais juste faire ça. Je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes pour les éventuels retardataires et on démarre juste après. Merci à tous d'être présents. J'aurais pu le mettre en mode présentation. Voilà. Je te propose qu'on démarre. Ça va? Ouais, c'est bon. C'est toi le chef d'orchestre. Yes. Bonjour à tous, donc Jamal Elassri, je suis directeur commercial chez Hughes, je me présenterai un petit peu plus tard, plus en longueur. Merci d'être présents sur cet atelier. On va parler donc de la facture électronique obligatoire pour tous, vous-même, vos clients, dans quelques instants. On va essayer vraiment d'organiser cette réunion autour de l'activité d'expert comptable. Moi, je suis ravi de participer. Je ne suis pas moi-même expert comptable. David pourra prendre cette casquette-là. Pour ma part, je vais avoir le rôle d'expert. J'espère que je pourrai vous apprendre certaines choses. En tout cas, sachez que tout ce qu'on va citer et expliquer aujourd'hui sont des choses qui sont d'actualité. Certaines choses ne sont pas encore totalement finies et on va essayer d'apporter une vision la plus simple possible pour vous éclaircir si vous en avez besoin, évidemment. Donc pour ma part, Jamal Elassri, donc directeur commercial chez Hughes. Hughes, acteur depuis une dizaine d'années dans le monde de l'expertise comptable, sur une solution qui permet de traiter des factures. On le verra plus en détail tout à l'heure. Et chez Hughes, j'œuvre aujourd'hui sur un pôle qui permet de suivre l'actualité, qui me permet aujourd'hui vous parler de la facturation électronique. Je te laisse, David, te présenter. Bonjour à tous, donc David de Gimont, je suis associé au sein du cabinet Mazars, donc je suis expert comptable commissaire aux comptes et j'interviens plus spécifiquement pour l'externalisation de la fonction finance et j'ai une casquette sur la digitalisation que je suis depuis une quinzaine d'années. Donc j'espère que je pourrai répondre à certaines de vos questions. Voilà. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être là. On va démarrer par une présentation très succincte de Hughes, quand même pour situer, pour savoir quelle légitimité on a à parler de ce sujet-là. Et je laisserai David en faire d'autant en ce qui concerne Mazars. Pour parler de Hughes, donc Hughes est un acteur aujourd'hui connu depuis 12 ans sur le marché français. On est un éditeur français. On a plus de 4000 clients sur la partie entreprise et expertise. Derrière ça, il faut savoir qu'il y a plus de 100 000 entreprises chaque jour qui utilisent notre solution et quelques centaines de milliers d'utilisateurs désormais. On a de très gros cabinets parmi nos clients, on le verra dans la slide suivante. On a des cabinets de taille plus modeste. Je suppose que dans cette salle, on retrouvera exactement la même typologie de clients que ceux qu'on a aujourd'hui chez nous. On est né dans le cloud donc en 2010 avec plus de 50% de croissance par an. On est présent dans plus de 30 pays. Parmi nos 4000 clients, vous avez peut-être dans cette salle certains le sont, j'en ai croisé tout à l'heure sur le stand qui sont là, d'ailleurs je vous vois. D'autres, j'espère que vous pourrez passer nous voir et on essaiera de vous apporter de la valeur si on en est capable, je l'espère. On est présent sur 2 sites principaux, un en France, celui sur lequel je suis basé dans le sud de la France et qui rayonne sur toute la partie Europe, et un autre basé aux États-Unis. Et ça fait aujourd'hui 35 ans que nos technologies permettent d'analyser les documents et d'extraire de manière fiable les données pour pouvoir prétendre à générer une écriture comptable, entre autres. Mais ce n'est vraiment pas le seul métier que nous avons et on va aller en détail voir cela ensemble. En synthèse, notre volonté, ça a été vraiment de prendre ce savoir-faire depuis 35 ans et de systématiquement adapter notre solution aux différentes règles de l'État qui aujourd'hui deviennent de plus en plus dures pour la partie facturation et vous incite de plus en plus, incite vos clients, incite l'ensemble des acteurs du marché à produire des documents électroniques, à les recevoir. C'est ce qu'on va détailler. En ce qui concerne les références clients,
Là, on voit quelques beaux noms connus de tous. Quand je parle de BDO, EY, Grant Thornton, Mazars, PwC, KPMG, on a évidemment des cabinets de ce type-là. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on a 9 du top 10 des cabinets d'experts comptables français qui sont clients Use et qui non seulement sont clients, mais en plus utilisent Use comme solution et offre à diffuser auprès de leurs propres clients. Et on a aussi des cabinets de taille plus modeste par rapport à ces cabinets-là, évidemment, qui eux aussi jouent ce rôle-là. On a vraiment de tout parmi nos clients et un écosystème assez large. On est interfacé avec tous les outils comptables présents sur le marché français. Et dans notre développement, on est amené aujourd'hui à nous connecter avec tous les outils comptables présents un peu partout en Europe et un petit peu partout aux États-Unis. Je te donne la main, David, pour présenter le cabinet. Donc le cabinet Mazars, je vais faire très vite puisque je pense que parlant à des confrères, vous le connaissez assez bien, même très bien. Donc on est présent dans 90 pays. On intervient aussi bien en expertise comptable qu'en commissariat aux comptes, mais aussi en conseil. Donc dans ce cadre-là, j'ai 2 casquettes. J'interviens auprès de structures, qu'elles soient petites ou grandes, internationales ou pas, sur du conseil sur la digitalisation et la dématérialisation, donc de la mise en place de solutions connectés avec le ERP, ou comme tu viens de le dire, on intervient aussi en mettant en place nos propres solutions, donc Cegid, qui est interfacé avec Use, et donc on propose aussi ce module-là au sein de nos clients en expertise comptable. Voilà. Après, juste pour dire, puisque quand tu parlais de temps, on va aussi laisser un temps pour poser des questions, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à bien les garder en tête et à pouvoir nous les poser après. L'objectif étant qu'on soit le plus interactif possible, donc il y aura un temps pour les questions après, on essaiera d'y répondre au mieux. Yes, j'allais y revenir. Merci beaucoup, David. Écoute. Je vous propose de voir l'agenda du jour. Donc, il y a 4 thématiques en plus de la partie questions-réponses. On va d'abord commencer par un état des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue législation sur la facture électronique, facture papier, depuis ces 15 dernières années. Donc vraiment plutôt sur l'historique. On va aller voir ensuite les évolutions apportées par l'article 153. On parle de 153, mais il y a aussi 195 qui viennent apporter des nouveaux éléments, ceux qui vous intéressent le plus à mon avis aujourd'hui. On a essayé chez Use aussi de se projeter, d'imaginer comment on pouvait, ce que pouvait être la place de l'expert comptable demain dans cet horizon-là et comment peut-être anticiper dès aujourd'hui ces quelques changements. Et on ira ensuite tout particulièrement sur le témoignage de David Dogimon au sein du cabinet Mazars. On démarre donc par l'état des lieux. Je ne vais pas repasser chacune de ces lignes et de ces points de passage finalement au niveau de l'état des lieux. Je pense que c'est important de s'arrêter sur quelques points. Je pense naturellement à quelques directives, la directive européenne de 2006 qui a permis de dire que la facture électronique plutôt la facture papier avait la même valeur que la facture électronique ou inversement. C'était vrai, mais pas tant que ça, puisque quelques années plus tard, en 2010, la loi Macron a permis de définir le contexte. Alors, je passe un tout petit peu pour aller sur 2017. C'est là où on a un vrai changement en 2017. En 2017, il y a un arrêté qui a permis de définir le contexte de la copie fiable. Qu'est-ce qui fait qu'une facture papier, ou plutôt qu'une facture électronique, a la même valeur qu'une facture papier? Pour ça, il y a eu donc ce contexte-là. On y revient, c'est un point que je vais redétailler dans quelques instants, mais qui était une vraie première marche pour définir et pour inciter la plupart des entreprises et des clients à émettre et ou recevoir des factures papier. Depuis 2017, l'actualité était plutôt calme jusqu'à 2020. Et depuis 2020, donc l'arrêté, l'article 153 puis l'article 195 en cette année 2021 ont établi de nouvelles normes, de nouvelles règles pour inciter encore plus les entreprises à dématérialiser et les clients à accepter ces factures. Je vous propose tous ces éléments-là, on va rentrer dans le détail juste après, je pense que c'est plus intéressant et je vais m'arrêter tout particulièrement sur l'arrêté de mars 2017, sur ce qui concerne ce qui est déjà en place, et je reviendrai plus en détail dans un second temps sur les articles 153 et 195.
Mais on sent dans ces 15 ans-là une vraie volonté de l'État à amener les experts comptables, les clients plus généralement, à digitaliser au maximum, avec une vraie volonté d'aller vers de l'efficacité, vers de l'optimisation des coûts en termes de traitement. Et encore une fois, tous ces éléments-là, on va pouvoir les revoir. Lorsqu'on parle de facture électronique, il y a 3 voies. Vous avez peut-être dû entendre parler des 3 voies de la dématérialisation. La première voie, c'est le PDF simple. Le PDF simple, c'est celui que tout le monde reçoit. Enfin, chacun aujourd'hui reçoit des PDF avec des données de facture. C'est le PDF le plus répandu. Là-dessus, il est recevable à partir du moment, et a une valeur évidemment, à partir du moment où on est capable d'assurer une piste d'audit, donc avec des contrôles documentés récurrents pour pouvoir assurer cela. C'est le point 1 ici. Le point 2, c'est les PDF signés. Le PDF signé, du coup, là, on est sur un format vraiment imposé techniquement. Toute entreprise n'est pas capable d'émettre ce type de format. Il y a en fait une signature électronique apposée sur chaque document avec un vrai certificat. Peu d'entreprises ont réellement mis ça en place. Mais c'est quelque chose qui est valable et qui est recevable, évidemment, et qui peut continuer à l'être. Et enfin, à nouveau, une technique imposée, l'EDI. L'EDI, c'est des échanges, ça veut dire échange de données informatisées, ça répond à des normes prévues par le Code général des impôts, et c'est un format, pareil, très peu répandu. En réalité, l'EDI n'a pas connu un réel succès ou n'a pas eu un vrai essor, parce qu'il y a différents formats en fonction du fournisseur. Chacun est parti dans son sens, créer ses propres factures. Il n'y a pas eu une globalisation qui aurait permis un vrai essor de ce format-là. Je pense que peut-être rajouter et voir si vous avez vécu la même chose. Quand on parle de l'EDI, moi j'ai connu l'EDI fiscal qui a été mis en place par un de vos confrères, un Biprocess, sur lequel en effet les grandes structures et surtout les structures qui étaient alimentaires avaient mis en place ce tiers de confiance qui leur permettait de faire passer leurs factures, leurs différents flux, et qui permettait de faire le contrôle, s'il y avait un contrôle, de le faire directement chez le tiers de confiance. Et en effet, c'était des solutions qui étaient très chères. Et dans cette volonté, on le voit, tout au cours, le gouvernement, l'État a souhaité accentuer ou en tout cas précipiter les flux pour 2 raisons. En tout cas, moi j'y vois 2 raisons. La première, c'est tout ce qui était contrôle autour des délais de règlement. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des amendes et des pénalités qui tombent sur les structures, qu'elles soient grosses ou petites, et donc c'était une vraie volonté de s'assurer avec la loi LME que les fournisseurs étaient bien payés en temps et en heure. Donc il y avait cette accélération qui était souhaitée par l'administrateur. Et puis après, ce qu'il souhaite pour son propre État, c'est tout ce qui est déclaration de TVA et tout ce qui est récupération sur la TVA. On va le voir un petit peu après, mais on sait que cette partie-là sur la TVA est quelque chose qui a toujours intéressé, notamment intéressé notre cher président, puisque dans sa volonté, il avait déjà commencé à essayer de forcer, on voit aussi après, tu vas en parler avec Chorus, mais de forcer les entreprises à digitaliser très rapidement. Mais la TVA étant une directive européenne, il s'était un petit peu mis en face des directives européennes qui ne suivaient pas. Et on voit qu'il y a ce changement-là aussi au niveau européen, puisque l'Italie a déjà mis en place ces éléments-là. Donc sur la partie EDI, c'était vraiment quelque chose qui était très cher, et je pense que ça n'a pas fonctionné parce que l'État est aussi venu pour accentuer, ou en tout cas pour essayer d'aider les entreprises à simplifier les process. Et dans la simplification, je vais revenir sur la partie PDF. Au début de la pandémie, je ne sais pas si vous avez pu voir ce texte de loi qui est passé assez rapidement et qui autorisait en fait les entreprises pour tout simplement pouvoir continuer à payer les fournisseurs, recevoir les factures, puisque on était tous chez nous, en tout cas on ne pouvait pas aller au bureau. Ils ont autorisé, il y a eu un texte qui est arrivé qui a dit ok, vous pouvez adresser vos factures par email à vos clients, pas de problème. Et puis à la suite, je pense qu'il n'y a même pas de point entre cette phrase-là et la suite. Il y a marqué par contre, dès que ça ira mieux, vous devez récupérer les originaux, vous devrez récupérer l'ensemble des éléments et l'ensemble des informations. Donc moi, beaucoup de mes clients se sont arrêtés à la première phrase, ou en tout cas aux premiers éléments. Et aujourd'hui, ça commence à se stabiliser, ou en tout cas on vit avec, ils reviennent vers moi en me disant mais est-ce que je dois vraiment récupérer là quasiment 1 an et demi de facture, comment ça se passe, est-ce qu'il va y avoir des contrôles, est-ce qu'il va y avoir des éléments. Donc ça on pourra peut-être en discuter, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous rencontrez, mais c'est des questions qu'on commence à avoir, et les textes, on voit bien d'ici 2023, vont aider. Donc la partie PDF, elle a été autorisée,
mais on voit bien que derrière, il y avait d'autres éléments qui étaient demandés. Et quand tu parlais tout à l'heure de grosses structures dans l'alimentaire, souvent l'EDI a été mis en place pour répondre à d'autres enjeux que des enjeux comptables. C'est pouvoir récupérer des métadonnées autres, par exemple du détail à la ligne, pour pouvoir faire des analyses très fines au sein de la structure. Pas forcément pour répondre à des enjeux d'administration fiscale. Mais tu avais des dérèglements sur l'alimentaire qui est plus court. C'est vrai. On passe, alors là on a détaillé les 3 voies, pardon. On va rentrer un tout petit peu en détail sur la voie 1 finalement, parce que c'est celle qui était le plus récurrente. Je vous rappelle qu'on est dans l'ordre du jour là, sur la partie historique. Et quand je dis historique, c'est encore en place. Hein. Donc sur le PDF simple, il y a 4 points clés à retenir. L'émission et le traitement de la facture PDF simple sont autorisés pour toutes les entreprises, c'est le cas actuellement. Et le PDF peut avoir, au même titre que le courrier, une valeur légale. Donc on met sur un même pied d'égalité le PDF et le courrier. Si on reprend ce que tu disais, l'exemple lors du confinement, sous réserve de respect de certaines règles, on aurait pu réellement dire le PDF qui arrive, même le PDF simple, a la même valeur que le papier. Donc du coup, ne pas avoir à reprendre l'historique. Mais pour ça, il fallait respecter certaines notions. La notion de contrôle permanent et documenté. Pour pouvoir prétendre à une copie fiable, à une pièce d'audit fiable, là-dessus, on ne peut pas y échapper. C'est pouvoir dire à tout moment comment cette facture est arrivée, quel parcours elle a suivi. Il y a eu aussi un besoin de vérifier l'authenticité et l'intégrité de la facture, qu'elle n'ait pas été altérée, qu'elle soit bien lisible dans le temps, qu'elle soit bien stockée. Et à partir de ce moment-là, on pouvait vraiment dire, voilà, la facture qui arrive dans votre boîte mail, PDF simple ou pas, peut ne pas être imprimée et peut être traitée comme étant la facture originale. On considère ça comme le format d'origine. Tout ceci, et je fais un petit parallèle avec Use, on l'a pris en compte dès 2017, c'était en 2017 que ceci a été mis en place, on a rajouté une option dans notre offre qui s'appelle Use Protect, qui a permis, pas aux experts comptables eux-mêmes, parce que ce n'est pas votre besoin, c'est plutôt le besoin de vos clients, ou alors c'est votre besoin vous en tant qu'entreprise, mais de répondre à cet enjeu de pouvoir archiver les factures PDF simples sans avoir à les réimprimer, sans avoir à quoi que ce soit d'autre. Donc là-dessus, on a sorti une option qui s'appelle Use Protect, sans rentrer trop dans le détail. On a pris le texte de loi, on l'a appliqué au pied de la lettre avec l'application d'un cachet RGS 2 étoiles, l'État a imposé 1 étoile, un archivage conforme 10 ans Z42013, l'export possible des workflows, donc pour répondre à l'enjeu de contrôle documenté, et un export de l'historique total de chacune des factures pour pouvoir avoir la traçabilité totale. On l'a toujours eu depuis 15 ans, environ 15 ans, mais là c'était vraiment la première fois qu'il y avait une loi très contraignante si on voulait archiver les factures PDF simples. Pour info, dans l'écosystème des éditeurs tels que Use, tels que d'autres, même sur d'autres métiers, peu d'acteurs sont allés aussi loin en matière de respect et d'application de la législation pour pouvoir assurer une conformité à nos clients. Aujourd'hui, on a, je dirais, au moins 30 ou 40% de nos clients qui prennent cette option pour assurer leur archivage légal conforme à l'arrêté de mars 2017. On va maintenant sur les évolutions déclenchées par l'article 153 et l'article 195 du projet de loi des finances 2020. Il y a beaucoup de nouveautés et un vrai phénomène d'accélération. Vous allez vraiment le ressentir. Enfin, nous, on le voit d'ailleurs auprès de tous ceux qui viennent nous voir sur le stand, tous ceux qui viennent nous consulter lorsque nous sommes au bureau. C'est la première fois que l'administration va vraiment imposer la facturation électronique en émission et en réception pour toutes les entreprises assujetties à la TVA. Voilà. Après, il y a un calendrier, j'y reviens tout de suite, mais c'est vraiment la première fois que, et en émission et en réception, tout le monde va être impacté et devoir respecter certaines normes. Ça va démarrer dès janvier 2023. Dès janvier 2023, toute entreprise va devoir être capable de recevoir une facture au format électronique, dès lors qu'elle est assujettie à la TVA, évidemment. Et dès 2023, toujours, les grandes entreprises, donc supérieures à 5000 salariés, plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, vont devoir être capables d'émettre également dans les formats attendus. Et on va y aller sur ce sujet-là, parce que les formats sont vraiment très contraignants. Tous les acteurs n'auront peut-être pas le temps de rentrer dans ces formats-là. Il y aura différents formats, il faudra être capable d'émettre l'un d'entre eux et de réceptionner éventuellement l'ensemble de ces formats-là. En 2024, ce seront les ETI.
donc entre 250 et 4999 salariés. Et en 2025, ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait PME, TPE, comme on appelle maintenant MIC, qui auront exactement les mêmes obligations. Je pense que juste sur le calendrier, vu qu'on a connu le calendrier de Chorus Pro pour les entreprises publiques, on est à peu près sur les mêmes éléments, on serait à peu près sur les mêmes éléments. Donc par rapport aux tailles, par rapport à ce qu'une filiale qui est dans un groupe va être dans cette obligation ou dans l'obligation du groupe, etc., etc., normalement, ça devrait être exactement les mêmes applications que celles qui ont été pour Chorus pour les émissions vers les entreprises de l'État. Mais c'est un calendrier quand même tout de même assez ambitieux, vu les différents formats, vu l'état d'avancement actuellement du paysage. On va aller voir justement quels sont les objectifs finalement, pourquoi se presser autant. Je pense que ça fait 15 ans qu'ils nous amènent progressivement vers ce sujet-là. Les objectifs, il y en a 4. Le premier, c'est de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA. Je précise, je vois que certains prennent des photos, tant mieux, mais sachez qu'on vous remettra un support. Vous pouvez avec grand plaisir. On vous remettra un support avec le PDF, on me l'a demandé, donc n'hésitez pas à le réclamer si vous ne l'avez pas en fin de session. Donc le premier sujet, c'est de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA. Le deuxième, c'est de diminuer les coûts déclaratifs. Il y a un vrai enjeu là-dessus. L'État, s'il est informé au fur et à mesure des achats et des dépenses faites par les entreprises, il aura un besoin moins fort en matière de déclaration. Il y a même une volonté d'aller vers du pré-remplissage, comme on l'a, nous, en tant que particulier, lorsqu'on fait notre déclaration de revenus en fin d'année. Aujourd'hui, on a quelques clics à faire et puis, en général, on a fini. C'est vraiment l'objectif visé. Le troisième point, c'est la réduction des coûts, tout simplement en termes de saisie, en termes de traitement de ces documents, d'envoi, enfin tout ce qui va être vraiment lié au traitement de la facture entrante et sortante. Et le dernier point, c'est d'améliorer la connaissance de la conjoncture. L'État, aujourd'hui, a un retard clair sur la connaissance de l'activité des entreprises. Entre le moment où l'État a l'information et le moment où l'entreprise peut éventuellement avoir une croissance ou une décroissance, l'État, il s'écoule sûrement une année, voire même plus, avant que la remontée d'informations soit faite. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller au fil de l'eau sur ce sujet-là, histoire de pouvoir mieux maîtriser la conjoncture. Oui, non, juste pour ajouter sur ces éléments-là, si vous ne l'avez pas encore, qu'il est téléchargeable, tous les éléments ont été très bien pris, de toute façon, ce qui ont donné lieu à ce rapport. Il s'appelle TVA à l'ère digitale d'octobre 2020, donc n'hésitez pas à aller le consulter, vous avez 163 pages. Franchement, pour s'endormir, c'est très bien, mais ça donne pas mal d'informations, donc n'hésitez pas. Et vous verrez un petit peu les évolutions et puis aussi les recherches, c'est plusieurs groupes de travail qui ont été réunis et qui sont donc allés chercher sur quels pouvaient être les apports pour les entreprises, quels étaient les apports pour l'État et comment les choses allaient un peu se structurer, aussi bien en France qu'en Union européenne. Effectivement, le document est un petit peu parfois complexe, il faut quand même le préciser, donc c'est pour ça qu'on peut rapidement décrocher. Et les groupes de travail continuent d'ailleurs, la DGFiP, la FNFE continuent aujourd'hui des ateliers réguliers avec quelques acteurs clés dont on fait partie pour pouvoir proposer une loi qui soit réellement applicable et la plus efficace possible. On a parlé, c'était ce que j'ai commenté ici en rouge, des objectifs visés par l'État. On va parler tout de même des bénéfices attendus pour l'entreprise. Ce qui est imaginé, c'est qu'il y a une réduction des coûts. Il y a vraiment une volonté de diviser les coûts de traitement par 2 au sein de l'entreprise. On le sait déjà, nous, Use, on le prône depuis des années. On peut même aller jusqu'à des divisions supérieures à 2, mais une volonté de permettre à l'entreprise de réduire ses coûts de traitement de la facture en matière de réception, de saisie comptable, d'archivage. Et également, tu l'évoquais tout à l'heure David, une réduction des litiges liés au délai de paiement entre autres. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux volontés de bénéfices attendus au sein de l'entreprise. Juste un petit focus tout particulier, je pense que tout de même, il ne faut pas se leurrer, l'objectif principal, je l'encadre ici, c'est l'objectif de lutte contre la fraude à la TVA. Il n'y a pas de... C'est forcément celui qui a été moteur pour le reste. On rentre maintenant plus en détail sur l'arrêté d'octobre 2020. Tout ceci, donc, on le voit aussi sur une réforme qui s'appelle la TVA à l'ère du digital en France. Ici, on voit intégrer 3 nouvelles notions. Vous allez entendre parler en 1 de e-reporting et de e-invoicing. Je ne suis pas sûr, nous quand on parle avec nos prospects aujourd'hui, quand on les rencontre,
très peu d'entre eux sont informés de ça, et même parmi nos clients, parmi nos 100 000 entreprises, je pense qu'il y en a dû avoir 3 ou 4 qui sont revenus vers nous pour ce sujet-là. On reviendra très en détail sur le e-invoicing et le e-reporting pour expliquer dans quel cas ça s'applique et ce qu'il y aura à faire, et les schémas associés. Il va y avoir l'émergence de formats, on parlait tout à l'heure d'EDI, qui est un format assez rigide et à la fois très compliqué à mettre en œuvre. En fait, on va parler de format de type facture X. Il n'y a pas que la facture X, il y a également l'UBL2 qui sera accepté. Il y en a 2 autres, alors j'ai un petit trou de mémoire sur les 2 autres, mais il y aura 3-4 formats qui seront permis dans l'échange de flux de factures. Et la dernière chose, c'est l'apparition de plateformes certifiées. Il y aura un Chorus, il y aura un Chorus Pro à destination des entreprises, mais Chorus ne sera pas forcément la clé, ce sera l'un des éléments qui permettra de transférer les éléments à l'administration fiscale, mais il y aura l'apparition de plateformes intermédiaires certifiées qui permettront d'envoyer ces factures de la bonne manière et qui permettront également de les recevoir. Alors je vais juste vérifier, voilà. Donc, il me manque encore un clic. L'e-invoicing. L'e-invoicing va concerner en fait toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA sur les transactions B2B françaises. L'idée lorsqu'on est sur l'e-invoicing, c'est un double flux. On va générer un flux vers le client et un flux vers l'administration fiscale. Donc d'où l'idée d'avoir ces plateformes intermédiaires qui vont permettre de récupérer les données de manière structurée, dans le bon format, d'opérer des contrôles, d'envoyer ce qui doit être envoyé à l'administration fiscale, et en même temps de pouvoir continuer le flux et de l'envoyer soit directement à un client, soit à une plateforme de réception qui fera le rôle de postier en fait, en quelque sorte, pour aller vers le client final. Mais ce qu'on est déjà en train de dégager, c'est que finalement le fournisseur n'envoie plus dans ce schéma-là la facture directement au client final. La fréquence, c'est à la facture. Donc quand on disait tout à l'heure de pouvoir permettre à l'État d'avoir une vision plus éclairée, plus rapide, on rentre vraiment là au niveau le plus fin possible à la facture près. Le e-invoicing, le e-reporting, lui, s'adresse aux autres types de transactions. Donc dans les transactions, on a les flux intracom, on a le B2C avec facture, on a les flux de paiement, pardon. Là, l'idée, elle est différente. C'est un flux unique. L'entreprise enverra toujours sa facture, par exemple, sa facture à son fournisseur. Le fournisseur enverra toujours sa facture à son client, par exemple, basé aux États-Unis, comme il le faisait aujourd'hui, avec le format de son choix, mais de manière régulière, avec une fréquence la plus élevée possible. Mais ils imaginent pour l'instant une fréquence hebdomadaire ou mensuelle, assurer un reporting vers à nouveau une plateforme type Chorus. Pour que les données soient récupérées et qu'on ait les informations de facture et de paiement. Petit commentaire, mais une entreprise peut potentiellement être concernée par les 2 flux. Je peux avoir des clients que je facture en France pour lesquels je vais devoir assurer du e-invoicing. Je peux avoir des clients pour lesquels je vais être sur de l'international, pour lesquels je vais devoir assurer du e-reporting. Donc il y a aussi cette dualité potentielle à gérer au sein d'une structure. Si vous êtes déjà intéressé à ce sujet-là, vous avez dû entendre parler de schéma en Y. C'est ce que je présente là. Ce type de schéma, c'est ce que vous verrez sur le document qu'évoquait tout à l'heure David. Ces schémas sont parfois un peu plus complexes, avec plus de données. On a voulu le simplifier au maximum, avec cette vocation d'être dans une phase éducative pour l'instant. L'idée, c'est qu'ici à gauche, on a le fournisseur A, à droite, l'acheteur. Si on prend le schéma actuel et qu'on oublie ce que je vous présente là, le fournisseur A envoie sa facture à l'acheteur B. Dans ce nouveau schéma proposé par l'administration fiscale, il y aura 2 types d'échanges. Un échange de type direct et un échange de type indirect. Je commence par l'indirect, c'est ce qu'on voit ici. Donc l'idée, c'est que je suis fournisseur, j'envoie la facture, j'ai mon outil de production de facture évidemment, et je vais générer ma facture sans changer quoi que ce soit vers une plateforme privée qui va me permettre, elle, de transformer tout ça, enfin d'interpréter, de transformer et d'envoyer les données utiles à l'administration fiscale, à la plateforme dite publique d'émission et de réception qui est le Chorus, hein, clairement. Cette plateforme privée d'émission va elle-même, au-delà de communiquer avec l'administration fiscale, va communiquer avec une autre potentielle plateforme de réception
parce que le client, il va être, je vous rappelle, devoir être capable de réceptionner éventuellement de l'EDI, du FactureX, de l'UBL2 et d'autres types de formats officiels homologués. Donc cette plateforme-là permettra de faire un transcodage finalement pour que l'acheteur en face puisse recevoir une facture qu'il saura interpréter, qu'il saura lire, qu'il saura valider. Je rappelle qu'une facture, c'est pas parce qu'elle arrive qu'on va devoir la payer forcément. Donc tout ceci pourra être effectué. Quand on parle de FactureX, c'est une facture, je précise à la différence avec l'EDI, une facture qui est visuelle. Donc en fait, c'est une facture avec un PDF et des métadonnées. Il y a les deux informations qui sont présentes et pour communiquer avec l'administration fiscale et pour avoir un visuel imprimable, consultable. Les deux informations sont là. Et donc c'est là, dans ce schéma qu'on appelle indirect, c'est cette plateforme Chorus qui ensuite va remonter les informations à l'administration fiscale. On a le schéma direct. Là, c'est vraiment un choix de l'entreprise en fonction de son état d'avancement. Certaines entreprises voudront même peut-être jouer le rôle de plateforme privée. On a audité quelques grosses structures, type EDF par exemple, qui peut vouloir jouer ce rôle de plateforme privée et être certifiée elle-même. Mais dans ce schéma direct, l'idée c'est que le fournisseur ne passe pas par des plateformes intermédiaires, s'assure de pouvoir produire et recevoir chacun des flux. Après, ça peut être l'outil comptable qui le fait, ça peut être l'outil de facturation, ça peut être plusieurs choses, mais l'idée, c'est qu'à ce moment-là, il va générer le flux, type FactureX, directement auprès de l'administration fiscale, qui elle-même va hériter des infos et transmettre ça à l'acheteur. Voilà, donc deux possibilités qui vont permettre aux structures d'émettre et de recevoir les factures. Ça, c'est pour le e-invoicing, et je rappelle qu'il y a le e-reporting pour les autres types de flux, les transactions internationales, les transactions avec de l'intracom, les transactions B2C avec facture, et les flux de paiement. Là, l'idée, c'est que on va pouvoir à nouveau utiliser deux types de flux, soit un flux direct, soit un flux indirect. Je vais aller un tout petit peu plus vite puisque la logique est exactement la même si la fréquence n'est plus à la facture. L'idée, c'est que soit on passe par des plateformes privées certifiées, là on ne parle pas d'émission-réception, c'est juste de l'émission, on va émettre. Ces plateformes communiqueront avec Chorus Pro, soit à nouveau un flux direct qu'on va envoyer directement auprès de l'administration, de Chorus qui lui-même communiquera avec l'administration. Voilà. C'est vraiment les deux nouvelles notions, cette partie e-invoicing avec ce schéma Y et cette partie e-reporting à nouveau avec ce schéma Y. Tu veux commenter un petit peu ? Juste comme vous pourrez le voir dans le rapport, il y avait deux solutions qui étaient peut-être possibles. La première qui était un schéma en V, le schéma qu'on vient de vous présenter en Y. Clairement, on voit aussi là la volonté de l'État d'aller vite, puisque l'objectif est plutôt de tendre vers le schéma Y, qui permettrait non seulement de s'appuyer vers cette plateforme publique, mais aussi de s'appuyer sur des plateformes qui seraient certifiées, qui seraient agréées. Et notamment, on sait qu'aujourd'hui, on a déjà dans l'environnement un certain nombre de plateformes, telles que Use, qui sont déjà en voie de faire et qui ont déjà certains clients qui passent leur workflow, qui passent leur flux. Donc l'idée, c'était pas de perdre ces éléments, ou en tout cas ces entreprises qui sont déjà sur des plateformes ou qui utilisent déjà des outils, mais bien de connecter ces outils avec la plateforme publique. Donc c'est pour ça qu'il y avait deux grands schémas qui étaient imaginés, et que pour l'instant, on est... Ça prend vraiment le schéma Y. Ouais. Et clairement, au niveau européen, si on prend cet exemple-là, nous, on le constate, il y a l'Italie qui a déjà effectivement un schéma. Alors, c'est pas tout à fait le schéma Y. Nous, ça ressemble plus, si je ne me trompe pas, à un schéma, je pense, du Mexique au niveau de ce qu'on propose là en France. L'Italie, c'est pas un schéma Y, c'est plutôt le schéma en V, si je ne me trompe pas. Et après, si on regarde les autres pays, il y a d'autres réglementations. L'Espagne, il y a une homologation à avoir, mais on est presque précurseur en réalité si on met de côté l'Italie au niveau européen sur ce type de transactions et de schémas. On s'arrête là sur la partie présentation de l'article 153 et 195. L'idée maintenant, c'est de voir quelle est la place de l'expert comptable là-dedans. On est en train de dire tout de même que les factures ne vont pas transiter du fournisseur vers son client, potentiellement. On est en train de dire qu'il y aura peut-être beaucoup de métadonnées qui permettront d'accélérer la saisie, d'éviter la saisie, puisque les informations, l'État les aura déjà. Donc là-dessus, on a tout simplement quelques témoignages. Alors nous, on le ressent, c'est ce qu'on fait déjà avec Mazars, on le fait avec d'autres aussi, et Mazars le fait avec nous, on le fait potentiellement avec d'autres, mais une vocation des cabinets à aller vers du conseil. Pourquoi ? Parce que on va avoir déjà une situation hybride pendant plusieurs années.
Hybride parce que les entreprises, quels qu'ils soient, tous vos clients, certains sont petits, certains sont gros, auront à recevoir des factures dans différents formats, potentiellement encore continuer du PDF simple jusqu'à 2025, potentiellement recevoir de l'EDI. Il va vraiment y avoir une situation compliquée. On parlait de boîtes à chaussures il y a quelques années, ce ne sera plus le cas. Enfin, ça va être très compliqué de savoir à la fois pouvoir recevoir une facture papier, une facture électronique, une facture au format EDI, une facture au format UBL2. Use peut vous aider à ça sur la partie tenue parce qu'on est capable de recevoir tous ces flux, de les centraliser, de contrôler les données et de juste restituer visuellement quelque chose qui peut être saisi automatiquement par la solution ou contrôlé par un humain si on le souhaite. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a vraiment tout le volet conseil. Vos clients vont être potentiellement perdus dans quelques temps sur ces mêmes sujets qu'on évoque là aujourd'hui. Je le redis, on commence, nous, je dis bien on commence, à avoir de nombreuses questions sur le sujet quotidiennement avec une volonté à nouveau d'être le plus simple possible. Là, je cite un de vos confrères qui tout simplement a évoqué, lui, assez brutalement, c'est Laurent Benoudiz, pardon, qui évoque un compte à rebours qui s'est enclenché et qui doit amener toute entreprise d'expertise comptable à aller vers du conseil. L'activité de saisie, je sais qu'elle représente une grosse partie de l'activité avec près de 50% du chiffre d'affaires, mais cette activité de saisie aujourd'hui va forcément être sur la diminution. J'ose pas parler de disparition, je n'ai pas assez de recul, peut-être que vous avez une vision plus éclairée que moi sur le sujet. Tu veux commenter, David? Je vais y aller après. C'est ça. Allez. Donc l'idée, c'est que alors je replace un tout petit peu Use volontairement parce que c'est une des clés. On n'est pas du tout la clé qui va permettre d'apporter du conseil. Use n'est qu'un outil parmi tant d'autres, de la même façon qu'on répond à cet enjeu pour Mazars. Mais Mazars n'a pas que Use comme outil à proposer en matière de conseil. Tous vos clients ont besoin de ces outils-là. Nous, on est un acteur reconnu depuis maintenant, je disais, un peu plus d'une dizaine d'années. Toutes nos technologies vont permettre de garantir en fait, de savoir répondre et s'adapter à chacune des évolutions du marché. On le fait depuis 2010. On est en 2021 et on s'est adapté systématiquement. On a toujours été novateur. On continue de l'être. On a carrément monté un pôle aujourd'hui chez nous sur la partie projet de loi et finances 2020, pardon. Et on pense vraiment que pour vous, il faut se tourner, peut-être pas vers Use, mais probablement vers nous, mais aussi vers tout plein d'autres acteurs qui vont permettre de répondre à des enjeux de finance, qui vont permettre de répondre à des enjeux réglementaires, qui vont permettre de diversifier les activités de l'expert comptable, tout en étant quelque chose à forte valeur ajoutée pour vos entreprises. Concrètement, on a vraiment cette vocation aujourd'hui de le faire avec deux solutions chez Use. Une solution dite expert comptable. Donc on parlait tout à l'heure d'être capable de collecter les factures, quelles qu'elles soient. Il y a une vraie vocation à ce que Use puisse vous aider, toujours sur l'aspect tenu, à récupérer les factures, à les saisir le plus automatiquement possible et d'avoir du gain de productivité. Ce gain de productivité que vous pouvez réinvestir dans ce que vous voulez, mais ce qu'on imagine forcément dans notre position, c'est que ce gain de productivité soit réinvesti du coup sur des missions à forte valeur ajoutée et du conseil. Et c'est là où Use Business vient sur un pan de votre activité. Toute facture qui arrive dans une entreprise ne doit pas forcément être payée, je le disais tout à l'heure, on doit être validée, on doit peut-être créer un process amont de saisie de la commande. Tout ça, c'est des choses que nous, on a intégrées, on répond aux enjeux légaux. Et c'est vraiment toute cette brique-là. Donc sur la partie expertise comptable, avec la version Use Expert qui va permettre de saisir des factures automatiquement, les collecter pour votre tenue de compte, pour la tenue de compte de vos clients, pardon. Et la partie entreprise qui va répondre à des enjeux qu'on appelle P2P, Purchase to Pay, pour permettre de gérer l'ensemble du flux de vos clients, sur la partie achat jusqu'au paiement de la facture. Je vais présenter en quelques secondes notre process complet. On aura du coup un certain temps d'échange, j'espère à la fin, si vous avez des questions, et on le souhaite. Ici, ce qu'on présente, c'est Use Expert. Alors Use Expert, concentrons-nous à partir de la partie capture. Donc l'idée, c'est ce que je disais à l'instant, d'être capable de collecter l'ensemble des flux, tout type de format, en respectant toutes les normes du marché. Ensuite, de pouvoir saisir les factures. Donc c'est ce qu'on appelle l'enregistrement. L'enregistrement chez Use, on prône ce qu'on appelle le 80% de factures complètes. C'est notre objectif. Ça veut dire 80% des factures sur lesquelles vous n'auriez potentiellement même pas à réintervenir.
Donc elles sont collectées automatiquement, elles sont saisies automatiquement. C'est pour ça qu'en haut, vous voyez marqué No Touch. Le schéma va s'agrandir et vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi il n'est pas parfait comme ça. On a intégré récemment une brique paiement. Depuis la loi Pacte, en fait, on a estimé qu'on pouvait apporter un peu plus de valeur. Donc on a créé l'add-on paiement qui permet en fait aux experts comptables de procéder au paiement pour vos clients avec un export de fichiers CEPA et surtout permettre à votre client dans son dossier d'intervenir et de dire quelles factures sont bonnes à payer ou pas. Donc vous allez pouvoir saisir l'ensemble des factures, laisser le client du dossier en question intervenir et dire s'il veut payer ou s'il ne veut pas payer et générer l'export en bout de chaîne. Voilà, ça c'est la vision Use Expert, ce que je détaillais il y a quelques secondes. Tout ceci peut être agrémenté d'un workflow et peut commencer par une brique achat. Donc votre client, et là on passe sur la partie Use Business, plutôt sur la brique conseil, comme je l'évoquais à l'instant. Votre client peut avoir besoin de structurer son process achat. Ça peut être ses achats métiers, ça peut être des achats de frais généraux, mais avec une volonté de structurer, d'automatiser, de donner de la valeur en créant un document de bon de commande officiel qui va pouvoir générer à ses clients. Je pense que vous vous en rendez peut-être compte, mais beaucoup de vos propres clients n'ont aucun process sur la partie achat. Parfois c'est un mail, parfois c'est un coup de téléphone, parfois on va au comptoir. Tout ceci va permettre de structurer cela et d'apporter une vraie valeur. C'est que lorsqu'on saisit la facture, dans ce contexte-là, on ne fait plus une saisie comptable, on fait un rapprochement. On rapproche ce qui a été saisi, ce qui a été commandé, de ce qui a été reçu et de ce qui a été facturé. Comme ça, on a une piste d'audit complète à nouveau et surtout, on s'assure à nouveau qu'il y a une vraie cohérence, pas d'écart. J'ai commandé 10, j'ai reçu 10 et j'ai reçu 1000 euros. Enfin, ça correspond parfaitement à ce que j'avais commandé en amont. Quand on fait ça, dans l'entreprise, on va y intégrer aussi toute une brique workflow, bien plus importante que ce qu'on fait lorsqu'on fait juste le paiement. Dans une entreprise, il y a vraiment besoin parfois d'appliquer des process, des règles de contrôle de gestion, simples, complexes, ça peut dépendre du contexte. Certaines factures ne nécessitent aucune validation, d'autres en nécessitent 4 niveaux successifs. Et c'est là que Use peut apporter, dans la partie business, cette brique validation. Tout ceci, on peut le faire plus ou moins automatiquement. On pourrait définir des contextes où il n'y a aucune validation. On pourrait déterminer des contextes où il y a X validation. Et bien sûr, tout ceci avec l'archivage légal conforme dès aujourd'hui par rapport à l'arrêté de mars 2017. Et dès aujourd'hui, je pense, pour la partie future, c'est-à-dire capacité à recevoir l'ensemble des flux et les émettre. Je passe parce que je pense que je n'ai pas envie d'être redondant sur le sujet, donc on va être capable de capturer tout, contrôler les mentions obligatoires, c'est important je pense pour vous, pour le e-reporting et pour l'administration, capacité à faire évoluer la tenue de compte vers une mission plus complète de P2P et vous aider et aider vos clients à faire une interopérabilité complète, c'est-à-dire pouvoir communiquer avec l'ensemble des outils présents au niveau du paysage de 2023 à 2025. J'en ai terminé pour la partie reprise d'historique, pour la partie présentation de l'arrêté de l'article 153, positionner un petit peu Use dans ce contexte-là et l'expert comptable. David, je te laisse prendre la main. Je vais prendre la main, mais très rapidement. Je vais peut-être vous laisser nous poser des questions, il qu'il reste un petit quart d'heure. Comme on a pu le voir, pour moi, la digitalisation et la dématérialisation de façon répond à un besoin de nos clients. Tout simplement parce que, au-delà du besoin réglementaire, même si maintenant on l'a en face, ils l'ont en face et on l'a aussi en face, au-delà du besoin réglementaire, il y a ce besoin chez nos clients d'avoir plus de visibilité, plus de réactivité vis-à-vis des comptes et vis-à-vis de ce qu'ils pouvaient avoir précédemment. On voit aussi sur la partie workflow qu'on a besoin d'avoir peut-être dans les entreprises plus de personnes qui interviennent sur les factures. Alors, évidemment, vous avez toujours dans certaines entreprises une personne qui souhaite rester le valideur de la facture parce qu'il souhaite s'assurer, soit pour des besoins de trésorerie, soit tout simplement parce que c'est lui qui est à l'arène de l'entreprise et qui souhaite valider les paiements, qui va valider l'ensemble de ses paiements. Mais il peut avoir besoin d'appeler des personnes du métier ou des personnes d'autres de sa structure pour pouvoir avoir cette interaction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils qui sont mis à disposition de nos clients permettent d'obtenir cette interactivité et nous permettent nous aussi de jouer un rôle dans cette interactivité. Ça veut dire que quand on regarde sur les délais de paiement, quand on regarde sur des notions qui sont des notions aussi et des obligations réglementaires mais qui sont
pas forcément toujours appliquées chez nos clients. Je parle notamment sur la vigilance 2012 des fournisseurs. Bon, celle-ci, dans les entreprises, elle peut être difficile à être mise en place et encore plus difficile à être mise à jour. Donc tous ces éléments-là, tous les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition, nous permettent aussi vis-à-vis de nos clients de pouvoir introduire cette notion de risque vis-à-vis de contrôle, de bien fonder et d'amener nos clients à réfléchir sur qu'est-ce qui est nécessaire dans l'entreprise, à quel niveau et à quelle granularité ils vont mettre par exemple la piste d'audit, puisque la piste d'audit dans les textes, elle est assez simple et assez compliquée à la fois, puisque dans le texte, on dit qu'à partir du moment où vous êtes une entreprise, si vous êtes gros, vous devez avoir une belle piste d'audit, mais si vous êtes une plus petite entreprise, la piste d'audit peut être plus faible, mais le niveau de faible et de gros, il est laissé après la bonne appréciation tout à fait de la personne qui va contrôler. Donc on a un vrai rôle à mon sens, à accompagner nos clients, notamment dans la digitalisation, mais aussi dans tout ce qu'il va y avoir à côté, la piste d'audit, la partie des délais réglementaires de paiement, parce qu'aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, normalement, une facture qui n'est pas payée en temps et en heure, il y a 40 € forfaitaires qui sont dus. Je ne sais pas pour vos clients, moi, je n'ai pas vu beaucoup de structures aujourd'hui payer ces 40 €. Et c'est faiblement appliqué, je pense aussi. Alors faiblement appliqué, après on pourrait se dire jusqu'au moins du contrôle, parce qu'on peut se poser, alors on s'était imaginé avec un confrère quand on refait le monde, se dire ok, les 40 € n'étant pas demandés, si jamais demain ils ne sont pas payés et qu'il y a un contrôle, est-ce que le contrôleur pourrait très bien demander à nos clients que c'est un produit qu'il n'a pas reçu, ou en tout cas qu'il n'a pas déclenché, donc ce qui pourrait donner lieu, s'il est en bénéfice, à un paiement d'impôt supplémentaire. Pourquoi pas, hein. Le fait qu'il ne demande pas à l'entreprise peut être une renégociation ou une remise commerciale. Est-ce qu'il l'a comptabilisé, pas comptabilisé? Est-ce qu'on se doit de nous le comptabiliser? Toutes ces questions-là qui sont peut-être pour certains anecdotiques ou quand on est face à une pandémie peuvent paraître secondaires, restent quand même des questions sur lesquelles, à un moment donné, un client peut nous interroger et sur lesquelles on se doit d'avoir des positions, et les positions ne sont pas toujours aussi simples que ça à avoir en fonction de la taille ou de la granularité. Voilà. Après, sur les autres éléments, écoutez, moi, comme je vous disais, je vous propose de poser des questions, si vous en avez, pour laisser ce temps de parole, ou en tout cas d'échange. Alors vous avez un micro, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous déplacer ou si on vous lance. Vous pouvez tenter comme ça, ou avec le micro comme vous voulez, on peut tenter, vous n'êtes pas loin. En fait, qu'il n'y aura pas de format uniforme imposé pour la présentation des factures. Il n'y aura pas de champ précis, enfin il y a toujours les mentions obligatoires, bien évidemment. Un formalisme imposé, toutes nos factures ne vont pas se ressembler à l'exception de nos logos. En fait, il y aura un choix de format technique, et il y en aura plusieurs. Donc j'évoquais FactureX, EDI, UBL2. Il y en a un quatrième, mais qui est beaucoup moins connu en France. Mais il n'y aura pas de choix visuel, c'est-à-dire de structure, au sens, effectivement, le montant en bas à droite, le logo à tel endroit, pas tel respect de tel, je ne sais pas... format ou quoi que ce soit. Non, il n'y aura pas de format imposé au sens visuel, il y aura des formats imposés au sens technique. Voilà. Dans tous les cas, ces formats-là seront des formats hybrides, avec d'un côté une image, un PDF, et de l'autre côté des métadonnées qui donneront tous les éléments de la facture. On peut imaginer, juste j'extrapole un tout petit peu, mais ce sera le cas, hein. On peut imaginer un fournisseur qui envoie ces données analytiques comme métadonnées. C'est-à-dire qu'on ne laissera plus le choix finalement. Aujourd'hui, la donnée analytique, parfois, elle est présente sur la facture. Il y a marqué service marketing quelque part en vrac, en plein milieu, pour que le client ensuite sache, lorsqu'il fait saisie, ou l'expert comptable sache faire la bonne saisie analytique. Demain, on peut imaginer que cette donnée soit structurée au sein des métadonnées qui accompagnent le PDF. Ce qui évitera le risque et d'un fournisseur à un client. C'est pour ça qu'il y aura peut-être des plateformes, qu'il y aura beaucoup de plateformes intermédiaires. Ils se mettront d'accord pour être capables de générer les bons flux ou bons formats avec l'ensemble des métadonnées qui leur semblent utiles. L'administration fiscale, tout ça, ils s'en fichent. Eux, ils veulent juste leurs données importantes, mais il y aura plus de données que les données importantes de l'administration. Donc, pas de code barre ou de QR code qui permet d'identifier les produits de manière... Non, il n'y a pas de... En fait, je pense que vous pourrez l'avoir, mais ça sera un des formats en fait, si on arrive à ces éléments. L'objectif de l'administration est vraiment de laisser
de faciliter les échanges et les flux. Donc plutôt que d'imposer, ce qui était au départ une volonté il y a quelques années, d'imposer un seul et unique mode d'échange, et ce qu'on pouvait avoir justement avec le DI fiscal, où vous aviez des données qui étaient échangées, qui après étaient reprises par les plateformes pour donner quelque chose de visible, ça, aujourd'hui, ça ne sera pas le seul mode possible. C'est vraiment l'objectif de laisser une grande liberté, ou en tout cas de continuer à obtenir l'ensemble des flux qui aujourd'hui sont à changer, les récupérer au plus tôt pour pouvoir les traiter au plus tôt. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit le e-reporting et le e-invoicing qui vont marcher en parallèle. La question aujourd'hui des groupes est, à mon sens, plus de savoir quelles sont les données qui vont être rajoutées aux mentions légales des factures, parce qu'il y a des données aujourd'hui qui manquent, ou en tout cas des informations qui sont manquantes, et donc c'est comment l'administration fiscale va pouvoir obtenir ces données, notamment la donnée de paiement de la facture. À quelle date la facture est réellement payée ou pas. Il y a un vrai retour effectivement arrière. Le paiement, l'administration fiscale, quand l'entreprise acheteuse a payé, l'information revient systématiquement en arrière dans les schémas qui sont proposés. Je vous ai écouté, je vous ai entendu. Enfin, j'ai eu le sentiment que c'était d'abord une volonté, surtout pour les grandes entreprises qui avaient effectivement des contraintes d'analyse, etc. Mais je me pose la question en fait par rapport à nos clients lambda. L'artisan du coin, le boulanger, le gars qui va chez Métro, etc., qui gère au quotidien son entreprise, et cette action, après j'ai du mal à connecter les deux bouts. Alors, je te laisse faire si tu veux, je peux y démarrer. Comme je vous disais, j'ai aussi bien des grosses structures que des petits artisans comme qu'on peut avoir. Et on voit que justement, aujourd'hui, ces petites structures, moi, quand il y a 10 ans, on s'adressait aux grosses structures en parlant de dématérialisation, et quand on voulait proposer une solution, la solution, moi j'ai vu des projets qui dépassaient allègrement le 1 million. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde d'aller sur ces projets-là. Aujourd'hui, avoir sur son iPhone quelque chose pour traiter ses notes de frais, avoir quelque chose pour faire la validation, c'est quelque chose qui est accessible et qui, en plus, peut rendre un service. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui va être nécessaire ou qui va le voir, mais qui peut rendre service. Ça, c'est pour le fait de la transformation digitale dans les petites entreprises. Pour moi, elles vont plus vite que les grandes entreprises. Aujourd'hui, les grandes entreprises, quand vous devez faire une transformation digitale, vous devez d'abord revoir les processus, et vous partez sur un grand projet qui va durer plusieurs mois. Aujourd'hui, quelqu'un qui est tout seul dans son entreprise, s'il a envie demain de se doter d'une solution avec un workflow de validation, avec des flux entrants qui sont différents que ça va être plus rapide et peut-être aussi moins onéreux que d'adresser sa facture avec le timbre, etc., etc. Et puis en plus, il va être aussi amené par ces contraintes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez très bien, c'est justement ces artisans qui sont tout seuls. La facturation, la comptabilisation, la déclaration de TVA, c'est pas les choses qu'ils souhaitent faire le plus, ou en tout cas sur lesquelles ils souhaitent mettre le plus de temps. C'est pas leur cœur de métier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, avec le banquier, on reste les tiers de confiance de ces personnes-là, et on reste leur vrai conseil. Et donc ces personnes-là, si demain vous leur amenez des solutions, où on leur amène des solutions qui viennent pallier à ces contraintes, parce qu'eux le vivent vraiment comme des contraintes, en leur disant nous, on a aujourd'hui dans notre cabinet la possibilité de vous donner les modules parce qu'on est expert comptable et qu'on a investi dans ces éléments-là, mais le fait qu'on ait 30, 40, 50 clients qui soient connectés, ça vous donne la possibilité d'avoir ces éléments-là de manière moins chère, c'est quelque chose qui sont intéressés. Nous, aujourd'hui, chez Mazars, la partie use, moi j'ai vendu au départ use comme des projets. Donc j'étais chez des clients qui avaient leur système comptable et qui demandaient à voir la partie workflow parce qu'ils avaient besoin d'avoir plusieurs valideurs sur les factures. Donc on s'adressait plutôt à des entreprises de taille moyenne. Et puis au fur et à mesure, on a mis use comme un module supplémentaire à notre logiciel de compta. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Cegid, et puis à côté, on propose aux petites entreprises, aux artisans, on leur dit si vous avez besoin de ce module complémentaire, on a déjà fait toutes les interfaces qui sont nécessaires. Donc vous avez pu amener cette partie de projet d'interface, de comment la facture va venir se déverser, comment ça va se faire ça. On l'a fait pour vous, c'est quelque chose qui est assez standardisé, mais en tout cas ça vous permet de recevoir les factures, de donner une adresse à vos fournisseurs pour qu'ils puissent vous adresser la facture de manière sécurisée. Et comme vous en parliez, et moi c'est une vraie question, j'ai des personnes qui vont aujourd'hui
Alors vous savez, je ne sais plus si c'était Leroy Merlin, je ne crois pas. Mais en tout cas, moi j'ai cette thématique chez Leroy Merlin, qui vont chercher chez Leroy Merlin des matériaux et qui aujourd'hui, comme vous, si vous avez une structure, vont avec le ticket chercher leur facture et vous l'amènent. Ça, demain, Leroy Merlin, il ne pourra plus faire cette édition de facture. Il demandera, est-ce que vous avez un email qui nous permet d'adresser votre facture? D'ailleurs, on le voit déjà dans certaines entreprises. Donc, concrètement, l'artisan, il va être le premier devant ces grandes entreprises, devant Leroy Merlin, devant Carrefour, devant ces structures-là, où, s'il veut obtenir sa facture, il sera obligé d'avoir cette adresse email. Il sera obligé d'avoir quelque chose qui soit un peu organisé pour lui dire, voilà comment on fera. Et c'est à nous de commencer à le prévenir, de dire, attention, ce que vous voyez pour les grandes entreprises en 2023, où elles seront obligées d'émettre, il se peut dans votre activité que ça vienne jouer chez vous. Parce que si vous utilisez Leroy Merlin, si vous utilisez Carrefour, si vous utilisez Leclerc, je ne vais pas tous les citer, pour en citer EDF, 3 à chaque fois. Alors EDF et Orange, c'est déjà fait. Aujourd'hui, moi, j'ai mes clients, quand ils sont chez un fournisseur, un gros fournisseur, EDF, Engie, etc., vous arrivez à obtenir les factures de votre côté? Moi, j'ai renoncé, je vais sur leur portail. Or, de manière réglementaire, je sais, moi, en tant qu'expert, que je casse la piste d'audit, puisque je vais sur leur portail éditer une facture pour la faire rentrer dans mon logiciel. Donc je sais que je ne respecte pas, mais j'ai pas le choix. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Même si j'ai fait un courrier au départ, dès la première facture et dès le premier prélèvement, en disant « je n'accepte pas, comme le dit la loi, je n'accepte pas cet élément-là ». Mais ouais, je pense que mon courrier, il a dû se perdre. Parce qu'ils ont continué à le mettre sur le portail. Je voudrais juste compléter par rapport à ce schéma-là. Si on reprend l'exemple, pour compléter ce que tu viens de dire, mais du petit artisan. Le petit artisan, dans son cas, c'est lui-même un fournisseur pour un de ses clients. Quand on monte le schéma comme ça, on se dit, mais waouh, il aura un parcours énorme à opérer. En fait, pas vraiment. Et comme David le dit, si on a mis en place et si on est capable de proposer des solutions, pas vraiment. Alors peut-être qu'il aura un outil comptable qui ne va pas s'adapter, pas un outil comptable, un outil de facturation qui ne sera pas adapté, qui va produire un PDF simple ou autre chose. Il va continuer à faire comme d'habitude, à la différence près qu'il n'enverra pas tout simplement ça à son client final. Il va juste, vous allez lui proposer, il va chercher à s'adapter potentiellement de son côté, mais demain, sa vie, elle est encore plus simple qu'aujourd'hui. Il va prendre sa facture, il va l'envoyer sur une plateforme. Aujourd'hui, il doit prendre sa facture, il doit l'envoyer dans un cas par mail, dans l'autre cas par courrier, dans l'autre cas, il va essayer de se dire mince, j'ai pas été payé, il faut que je vérifie à qui je l'ai envoyé. Mais demain, si on résume, lui, son parcours, c'est entre la case fournisseur A, là-haut à gauche, et la case potentiellement plateforme certifiée. C'est exactement comme Chorus, effectivement. Après, Chorus, je sais que d'un point de vue public, alors je maîtrise moins sur ce qu'ils ont fait sur le secteur public, ça n'a pas été mon cœur de métier, clairement, mais je sais que ça, à la fois, ça répond aux enjeux de l'administration fiscale, et à la fois, d'un point de vue parcours client, c'est plutôt chaotique. Voilà. Donc, tant mieux. Oui, c'est pour ça que je dis parcours client. Mais c'est la prolongation de Chorus, puisque de toute façon, la plateforme publique, on ne l'a pas nommée, mais ça sera Chorus Pro. Et juste pour revenir sur vos éléments, je parlais tout à l'heure de pénalités et d'amendes sur les délais de paiement. Aujourd'hui, quand vous regardez, puisqu'elles sont publiées, ça touche aussi bien la grosse structure, avec des montants qui sont supérieurs à 2 millions, que le petit artisan du coin avec des montants à 1 000 euros. Donc ils sont déjà dans ces éléments, et on voit bien que dès 2023, ou en tout cas à la fin, l'administration aura, comme ils ont aujourd'hui la facilité avec le FEC de faire tourner des macros, des informations pour récupérer tout ce qui est nécessaire, ils auront exactement la même chose sur les délais de règlement. Facile pour eux de voir date d'émission, date de paiement, plus de 60 jours, bim, hop, pénalité. Et collecter eux-mêmes potentiellement. Ouais. Oui. J'avais pu comprendre que l'administration devrait publier des décrets ou des modalités d'application En septembre. au début septembre. Oui. On est début septembre. C'est pas J'ai comme l'impression qu'ils avaient d'autres sujets pendant l'été, mais non, c'est pas fait. Et ça n'a pas été publié. Ça veut dire qu'on est obligé d'intégrer des changements alors qu'on n'a pas eu. Alors, c'est là où je fais ce parallèle, et je pense qu'on le fait tous sur les changements.
quels sont les derniers changements qui vont être, qui potentiellement vont pouvoir venir nous impacter. On a le fil rouge, hein. On sait qu'on tend vers ça, on sait qu'on tend vers de la généralisation de la facture électronique, on sait qu'on va être vers de la réception, on sait que. Après, qu'est-ce qu'on n'a pas? On ne sait pas comment ils vont récupérer les données de paiement, on ne sait pas encore si ça va toucher tout ou pas tout, on ne sait pas quelles sont les mentions qui seront en plus, mais on a les grandes lignes hein, quand même. Donc c'est vrai qu'on n'a pas les décrets qui sont tombés, on les attend, ils avaient indiqué septembre. Je sais maintenant... Enfin, nous savons, pour être dans les groupes, qu'il y a évidemment une certaine pression pour reculer d'un an un certain nombre de mesures. Est-ce que ça se fera, est-ce que ça ne se fera pas? De toute façon, c'est un petit peu ce que je disais à mes clients il y a maintenant 8 ans. Hein. Quand je présentais ces éléments-là il y a 8 ans, les clients me disaient non, mais de toute façon, pas pour tout de suite. Puis, ça ne va pas nous impacter, et puis on a de choses à faire. Et ils ont eu raison, hein, ça a mis plus de 8 ans. Mais ça va se faire. C'est un peu comme, alors je vais revenir sur cet élément-là, hein, il y a quelques années au congrès d'experts comptables, on disait les aspirations, plus de saisie, vous ferez plus de comptabilité, vous ferez plus de saisie. Ouais, c'est pas pour demain, hein. On en commence à en faire encore avec ça. Mais au fur et à mesure, on évolue, on change. Oui. Donc ça veut dire que quelque part, nos clients, de Leroy Merlin, mais c'est aussi vrai de d'autres points P, etc. Donc ça veut dire que nous, au 1er janvier 2023, on n'aura plus ces documents. Puisqu'ils ont l'obligation d'émettre en EDI, et donc ils ne les enverront pas en papier. Ce sera l'exemple d'EDF. C'est ça. Ce sera l'exemple d'EDF. Tout à fait. Où effectivement les collaborateurs actuellement passent plus de temps à collecter 3 factures qu'à en saisir 30. Donc ça veut dire qu'au 1er janvier 2023, on n'aura plus de factures. Mais c'est pour ça qu'on a bien mis en parallèle les deux. C'est pour ça qu'on a bien mis en parallèle les deux. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a présenté... Quand on a présenté le sujet, on disait 2023 grande entreprise, 2024 moyenne, 2025. Et tout le monde disait 2023, 2025. Sauf que non, ça c'est pour l'émission, pas pour la réception. La réception, c'est immédiat. La réception, ça sera tout le monde dès 2023, enfin tous ceux en tout cas qui auront des grandes entreprises. C'est ça qu'on évoquait tout à l'heure aussi sous le nom de période hybride, parce que pendant une période, on va devoir être capable de recevoir ce qui va nous être envoyé ou pas. Et quand on prend l'exemple de Leroy Merlin, le seul cas finalement où on recevra sa facture, c'est le particulier. Parce que ce n'est pas applicable le e-invoicing, le particulier rentre dans le cadre du e-reporting. Leroy Merlin pourra toujours nous donner notre ticket de caisse en sortant si on est allé acheter 3 bricoles. J'aime bien le pourra toujours vous donner parce que je ne sais pas si dans certains magasins, moi aujourd'hui, on me propose de recevoir la facture et donner mon email. Hein. On m'a encore demandé dernièrement si je voulais la facture. Je suis d'accord. Sauf si vous donnez en adresse email une adresse qui donne directement dans la porte d'entrée d'une plateforme. Ce qui aujourd'hui était l'objectif, puisque c'était, alors je ne vais pas me rappeler de la loi, mais dans la partie, au départ, dans la notion d'enregistrement d'une entreprise et dans son CABIS, il y avait cette volonté de mettre une adresse générique pour la réception des factures. Et ça, de mémoire, c'était ça devait être vers les 2012 ou même un petit peu avant. Mais il y avait déjà cette volonté de mettre, en plus de l'immatriculation de l'entreprise, cette adresse générique de facturation. Ça n'a pas été le cas, mais voilà, c'est comme je dis, c'est quand on a la réflexion, quand on sait que la réflexion y est, jusqu'à quand? Ouais. Oui, mais pas quand. Mais de toute façon, aujourd'hui, quand on voit, ne serait-ce que sur la partie vigilance, puis on voit que ça devient de plus en plus compliqué. Moi, au jour d'aujourd'hui, la partie amont, elle est, et c'est ce qu'on disait, et c'est ce que je dis, c'est au-delà de la contrainte, il y a aussi l'intérêt pour l'entreprise. Moi, aujourd'hui, un des intérêts que je vois à l'entreprise, c'est dans les mentions légales a été rajouté le numéro de bon de commande. Bah, c'est vrai que quand vous avez, vous, en tant qu'expert comptable, le bon de commande, la facture, et que tout vous arrive et que vous avez les éléments, bah, vous n'avez pas besoin de votre client pour savoir si c'est bon ou pas. Et puis si à côté du bon de commande, il a fait une réception, dès que vous avez la facture, vous êtes en capacité de proposer au règlement. Donc tous ces éléments-là vont, à un moment donné, venir aider. Et c'est vrai qu'avec mes clients, on est plus dans cette réflexion de comment transformer ou comment travailler en partenariat avec les fournisseurs pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, un fournisseur, c'est pour certaines entreprises, en tout cas, moi, dans mon périmètre, pour les entreprises, ça a été des vrais partenaires.
ça a été des vrais partenaires, et vous ne voulez pas que votre fournisseur, qui est bon, que vous avez du mal, tombe en rade parce que vous ne l'avez pas payé, ou parce qu'il n'a pas de trésorerie, ou parce qu'il ne reçoit plus les factures, ou il ne peut plus les adresser. Donc c'est vraiment toute cette partie conseil qui me semble importante. Mais à l'heure actuelle, et depuis au moins 1 ou 2 ans, le professionnel comptable a de plus en plus de mal à récupérer les factures d'achat de ses clients, TPE, PME, artisans ou commerçants de commerce. Parce que ces factures-là sont désinterdites sur des sites, c'est EDF, c'est Orange, J'allais... la plateforme du bâtiment, Point P, tout ce que vous voulez. Alors vous avez des gens, des Français, des SFR, donc il y a des gens qui font bien le travail dans leur identifiant mot de passe, donc de temps en temps, on se soucie qu'eux pour récupérer ces pièces-là. Mais quand ils oublient les identifiants mot de passe, vous avez 1 an de facture, vous n'avez pas. Et vous avez beau réclamer tous les 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous avez des gens qui attendent pour récupérer leurs pièces. Et comme il y a un délai au bout de 12 mois, les factures disparaissent, voilà, après on est confronté aujourd'hui. Ouais, je me permets de répondre à ce point-là. J'ai pas voulu commenter parce que j'avais pas envie que ça fasse trop commercial, mais quand on parlait de use depuis tout à l'heure, j'ai quand même essayé de nous mettre au centre aussi de ce sujet. Sur la partie, c'est ce que j'appelle la partie capture de documents, hein. C'est comment ils arrivent tous ces documents au sein de la structure. On parle chez nous d'omnicanal, ce qui veut dire qu'on essaye toujours chez Use d'être à la page pour avoir toutes les solutions possibles et imaginables. L'une d'entre elles, c'est la collecte sur les portails des grands facturiers. Donc, Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai fait l'essai de passer à réceptement. C'était l'année dernière, je crois, au mois de juin. Et alors d'aujourd'hui, j'ai arrêté. Pourquoi? Premièrement, les clients, nos clients, les petites entreprises ne se saisissent pas de l'outil. Vous avez beau leur expliquer avec des principes simples là. Vous voyez, on a généré une boîte mail dédiée. Maintenant, vous allez dire à tous vos fournisseurs d'envoyer là-dessus. par téléphone d'envoyer sur cette boîte mail là. J'ai commencé par 10 dossiers. Sur 10 dossiers, il n'y en a aucun qui l'a fait. Après, sur les 10 dossiers, il se trouve que j'ai mon gendre, vraiment, ce qui est un de mes clients, un tout petit resto à Paris. Et ben lui, par contre, comme il a 30 ans, il a tout localisé sur. Lui, il s'est servi d'outil, il a vraiment joué le jeu. Mais les autres, zéro. Au bout de 2-3 mois, j'avais mis 30 dossiers, j'avais toujours pas de retour. Les connecteurs marchands sur ce produit que je vais citer, qui s'appelle Recette Banque, qui s'appelle maintenant Dex. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et en plus, vous avez des surprises parce que vous récupérez des factures que votre client ne vous a pas transmises et donc vous ne trouvez pas le paiement à la compta. D'accord? Ça, c'est encore un autre point. Mais je veux dire, globalement, le connecteur marchand, vous en avez 1 sur 5 qui marche. D'accord? Alors, avec ce produit-là, ouais. Non, mais je vais pas chercher, je disais... Ouais. Mais si je donne l'exemple de Use sur le sujet, et sans chercher à comparer à Dex, mais je sais qu'en tout cas, si un collecteur est inactif, il y a une alerte automatique qui est envoyée, le collecteur est rouge sur le site. Je ne sais pas comment fonctionne Dex, mais je sais que ça enlève vraiment une épine du pied là, de ne pas prendre cette charge. Mais c'est sûr que, comme vous le disiez, aujourd'hui... qui sont des problèmes de paramétrage, qui sont des problèmes de... moi, ce que j'avais aussi sur Dex, c'est des écritures pour les achats communautaires ne fonctionnaient pas. Oui. Alors, je vous propose individuellement de passer sur le stand de Use. Dans cette matière-là, comme dans toute matière informatique, si vous n'avez pas les bons outils, si vous avez des outils qui sont inadaptés par rapport à la loi, Je suis entièrement cuit. vous avez payé le logiciel des formations des jours et des jours et des jours pour rien du tout, un investissement énorme en temps et en financier. Il y a ça, mais dans ce que vous avez dit, il y a une autre chose qu'on n'a pas beaucoup commenté, c'est la transformation du client lui-même. C'est comment on éduque ce fichu client qui est au bout et qui peut-être ne joue pas le jeu. Tout à fait. Mais vous voyez, dans la partie conseil que l'on peut amener, et c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur certaines typologies de prestations, pour mes clients, je viens leur proposer des fournisseurs parce que je leur explique qu'en effet, peut-être qu'ils sont plus chers sur certains produits, mais que dans le traitement, aujourd'hui, dans leur avancée, ils vont faire gagner du temps et qu'à la fin, ça leur coûtera moins cher. Parce que je suis bien d'accord avec vous, aujourd'hui, un collaborateur dans un cabinet qui, plutôt qu'à aller chercher les factures chez notre client, se retrouve avec ce qui n'est pas viable, 10 portails avec 10 mots de passe qui ont pu être changés parce qu'à un moment donné, il a commandé chez SFR autre chose ou n'importe quoi, c'est juste ingérable. Et en plus, on ne peut pas le gérer, et pour moi, ce n'est pas ça le sens de notre métier. Donc c'est là où,
commencer à mettre ces solutions-là pour moi, avait un intérêt. Aujourd'hui, c'est pas que ça a un intérêt, c'est que je peux arriver maintenant et dire, vous savez, quand je vous parlais il y a 15 ans de quelque chose, je vous disais, c'est pas plus mal, et vous me dites, oui, non, on verra plus tard, pour l'instant, moi j'ai 50 factures par an, c'est pas important là. Aujourd'hui, vous allez devoir y passer. Donc, on a de la chance, hein, on a des outils, on a des choses qui sont très bien faites, qui sont sur le marché, qui sont sur le package. Et dans l'éducation des clients, par contre, chose qu'avant où j'étais plutôt dans une customisation du plan analytique ou des choses comme ça, aujourd'hui j'ai plus de facilité à dire ça c'est sur étagère, parce que sur étagère ça a ce coût-là. Par contre, si on fait la customisation, là c'est un projet, ça n'a pas le même coût. Donc là aussi, il y a dans cette éducation... Il y a de l'incitation à prendre ce qui est sur étagère. Je réponds juste à ça, je n'ai pas voulu encore le faire tout à l'heure, mais dans le parcours, quand je parlais de transformation et d'éducation du client, dans le parcours de formation, y compris pour juste l'offre expert comptable dont on parlait tout à l'heure, qui n'intègre que de la saisie et éventuellement du paiement et de la validation de ce paiement, on intègre un module gratuit pour vos clients, vous pouvez y convier autant de fois que vous voulez, dont l'objectif est de former le client. Et ce n'est pas juste un coup de téléphone, hein, c'est vraiment une heure entière avec un consultant en face. On va expliquer évidemment comment se connecter, comment paramétrer telle ou telle partie de l'outil, quelles sont les plus-values, quel est le bénéfice tout simplement. Un client, il le fait s'il a un bénéfice. Le bénéfice, c'est purement presque du commerce, hein, de l'expliquer, mais on l'a intégré ça dans le module de formation. Il faut que chacun puisse trouver son compte, et tant qu'il n'a pas compris qu'il avait un bénéfice à utiliser une plateforme, je lui donne un bénéfice tout bête, retrouver sa facture en quelques secondes. Un deuxième bénéfice, ne pas aller chercher sa facture sur la plateforme EDF. Voilà. Mais tout ça, on l'a structuré, nous, chez Use en tout cas. Encore une fois, vous avez connu du Dext, je ne peux pas revenir dessus, mais sur ce qu'on a fait chez nous, il y a un module gratuit, intégré, illimité, il peut se connecter une fois par mois, parce qu'on le fait une fois par mois, où votre client final peut aller se connecter et du coup comprendre quel bénéfice il va en tirer, comment utiliser la solution et qu'est-ce qu'il pourra avoir de mieux éventuellement. Après, ce qui est aussi plus simple et que moi j'ai utilisé dans les grandes entreprises, c'est quand vous avez beaucoup de flux, vous arrivez à démontrer vraiment les coûts des différents flux. Et comme généralement dans la contrat d'externalisation, comme je vous disais, je fais aussi de l'externalisation pour des entreprises où je traite leurs flux comptables, leurs flux fournisseurs sur des gros volumes, vous arrivez à mettre dans votre contrat, si c'est une facture comme ça, ça a tel coût. Et puis si c'est une facture comme ça, c'est tel coût. Et si c'est une facture comme ça, c'est tel coût. Et voilà, aujourd'hui, le coût de chacune des tâches. Alors là, c'est une facilité, c'est être transparent, mais c'est aussi par l'utilisation de ces outils-là que j'ai pu faire ce découpage des coûts. Aujourd'hui, aussi prouver, et dans certains cas, prouver que les fournisseurs n'envoient pas leurs factures en temps et en heure, et que ce n'est pas une problématique de la comptabilité. Savoir où est-ce que se perd la facture, parce que généralement la facture elle se perd au début. C'est jamais quand elle arrive dans l'entreprise au service comptable qu'elle est perdue, c'est généralement au début. C'est-à-dire qu'elle est perdue soit au niveau de la poste, elle n'est jamais arrivée dans l'entreprise, soit tout simplement elle a été donnée par le fournisseur à la personne sur le terrain pour faire le traitement, qui lui l'a sous le pied, qui est parti au mois de juillet-août en vacances et qui revient au mois de septembre en disant pourquoi je ne peux plus commander chez ce fournisseur-là, il n'est pas payé. Au fait, tiens, d'ailleurs, il faudrait que tu payes cette dernière facture. Bon, ça, avec les outils aujourd'hui, on a cette traçabilité qui nous permet de découper les phases et qui aussi nous permet, toujours dans cette activité de conseil, d'aller travailler avec le client sur les bons éléments. Aller voir, chez un fournisseur, et c'est un cas réel, un fournisseur qui demandait une augmentation des coûts à mon client parce qu'il estimait qu'on le payait trop tardivement, j'ai tout simplement réussi, mais très rapidement, et alors franchement, je pense que c'était la réunion la plus rapide sur ce sujet, en démontrant, quand la personne m'a expliqué que en fait, les prestations qu'il faisait le 1er janvier, il attendait le 1er février pour les sortir, les émettre, que le 4, ça passait à la compta, que le 5, c'était envoyé, que le 6 ou 7, c'était reçu. Je dis, mais entre le 1er et le 7, moi, je l'ai vraiment le 9, la facture. Donc vous avez déjà, en interne, perdu plus de 30 jours. Le DAF, qui, je pense, ne s'était jamais penché sur cet élément-là, a dit,
bah là on a un problème. On a un problème dans l'émission de nos factures, parce que l'émission de nos factures, elle se fait 30 jours après, pour les prestations du premier. Alors évidemment, bah, c'est tout bête, parce que quand on dit ça comme ça, on dit bah, c'est facile à voir, mais il faut se pencher sur, il faut pouvoir se concentrer sur le flux pour savoir. De la même façon qu'une mise en place d'un outil de dématérialisation, quand tu parlais de réduire le temps pour recevoir la facture au sein du service comptable, permet d'orienter vraiment vers une porte d'entrée qui n'est pas l'utilisateur, qui n'est pas la première personne qui doit toucher la facture, c'est pas celui qui doit la valider. Sinon, on est foutu. Enfin, moi-même, j'ai été valideur, je le suis toujours, mais maintenant avec Use. Mais dans d'autres structures, effectivement, quand je me déplace beaucoup, ma facture est traînée sur le bureau. Et quand mon service comptable était relancé, c'était qu'à ce moment-là, comment on mettait un petit coup de pression pour aller l'envoyer au service comptable et la valider. Donc il y a vraiment un circuit à respecter, des choses à structurer. Et la facture, le premier interlocuteur, ça doit être le service comptable au travers de différents moyens. Et ceux que je citais tout à l'heure en sont certains. Alors c'est vrai que ça a moins d'écho sur les petites entreprises parce que évidemment, celui qui est généralement sur le terrain, si on prend l'artisan, c'est celui qui va recevoir la facture, c'est celui qui va la payer, c'est celui qui va comptabiliser. Donc évidemment, dans cet espace-là, ça n'y a pas, mais aussi pouvoir lui mettre en évidence ces éléments-là, ou en tout cas lui démontrer qu'il y a certains temps qui sont différents et que peut-être en s'organisant différemment, on va pouvoir travailler différemment ensemble, ça peut avoir un intérêt. Je ne sais pas si ça a pu être le cas pour vous, mais vous avez cet artisan qui travaille très très bien, mais qui, ne faisant pas son administratif, n'émet ses factures que quand il a besoin de trésorerie. Bon, évidemment, entre le moment où il émet et le moment où cette facture-là est à payer par le client, si son besoin de trésorerie il est dans 10 jours et que la personne utilise les 30 jours pour payer, il a un problème. Et donc son BFR n'est pas bon. Et ça, c'est quelque chose où, à un moment donné, on peut s'asseoir avec la personne et dire « Regarde, comment on peut travailler différemment, comment on peut travailler sur les acomptes, comment on fait la facturation d'acomptes, etc., etc. » Mais je suis d'accord avec vous, c'est une sensibilisation, c'est une éducation, c'est souvent avec aussi des personnes qui n'étaient pas, je pense, sensibilisées à. Comme je le dis dans un point, la pandémie a quand même beaucoup libéré la discussion sur ces sujets-là. En tout cas, moi, avec mes clients, ça a beaucoup libéré cet élément parce que on s'est retrouvé dans une problématique de on ne peut pas émettre, on ne peut pas payer, on peut rien faire, quoi. On peut rien faire. Et on continue à avoir ces besoins-là. Merci. On continue à avoir ces besoins-là, notamment pour tout ce qui était les prêts garantis par l'État, etc., etc. On avait besoin des informations. Si on reste sur le côté artisan et de manière un peu caricaturale, on parle beaucoup de flux et de facturation électronique, mais il y a un sujet qui est rarement abordé, c'est est-ce que ça va mettre fin à la facturation qui sera produite sur Word ou Excel ? Normalement, oui. Parce que là, elle pourrait être produite sur Word et Excel, mais... Moi, j'ai vu un informaticien qui est capable d'envoyer une facture Excel sur Chorus Pro, avec du XML oui. généré. Mais aujourd'hui, il peut, puisque la porte sur Chorus Pro, on n'a pas cet élément format, et puis on n'a pas d'un côté et de l'autre. Il n'y a pas la déclaration de TVA, il n'y a pas ces éléments, donc il n'y aurait pas cette réciprocité. Là, ce qui est recherché, c'est la réciprocité de la TVA. C'est de s'assurer que quand la TVA d'un côté, elle est déduite, elle a bien été encaissée de l'autre côté. Donc là, Chorus, c'était la première étape. Je ne vais pas dire que c'était un galon d'essai. Il y avait une vraie problématique en France sur le paiement par les entreprises publiques. On le sait tous, l'État est un très bon payeur. On sait qu'il va nous payer. Juste la question, c'était de savoir quand. Bon, aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup réduit les délais. Là, ce qui est recherché, c'est d'aller chercher... Alors, on ne dit pas la fraude de la TVA parce que ce n'est pas beau, mais c'est les petits éléments de TVA qui sont oubliés d'un côté ou de l'autre, qui passent à la trappe. Et ça représente plusieurs millions, voire plusieurs milliards. Et c'est un sujet européen. Comme je disais, la TVA, c'est une directive européenne. L'Europe, au départ, quand on arrivait en France avec ces éléments, où les pays arrivaient avec ces éléments en disant « je veux faire ça, je veux faire ça », l'Europe ne voulait pas forcément bouger. Aujourd'hui, l'Europe a cette problématique au niveau européen dans tous les pays. Et je pense que tous les pays cherchent un petit peu d'argent. Et pour répondre encore une fois un petit peu différemment à notre avis, c'est l'Excel peut-être qui peut exister. Alors le Word, j'ai un peu du mal à y croire, mais l'Excel peut peut-être exister d'un côté artisan,
mais il faudra qu'ils trouvent une solution pour retranscrire ça dans un format. Donc ça peut être certaines des plateformes certifiées qui pourront prendre éventuellement cet Excel-là, peut-être avec certains ajustements, pour produire ce que la plateforme attendra pour pouvoir l'envoyer à l'administration fiscale. L'Excel tel qu'il le fait aujourd'hui, sans aucune modification, j'y crois pas. Et le Word, encore moins. Après, il passera par Chorus, il y aura toujours un moyen, il y a toujours des moyens. Mais si ça sera. Mais aujourd'hui, vous recevez une facture. Votre client reçoit une facture. Il l'imprime, il vous l'amène. C'est pas interdit, je pense que beaucoup de nos clients sont dans ce cas-là. C'est pas légal. C'est pas légal. C'est pas le document original, c'est pas légal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai eu un contrôle où le contrôleur a juste vu que sur des factures de différents fournisseurs, il y avait toujours la même marque. Et vraiment, mon client il dit non, mais là, c'est vous qui les sortez. Mais après, on sait très bien, alors sur les petites entreprises, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, dans les contrôles, dans le fait juste de nous d'en parler, on sait très bien comment les choses se passent. Après, notre objectif, en tout cas moi mon objectif avec un client, c'est pas de lui dire il faut faire ça et maintenant c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je sais qu'il ne pourra pas tout respecter et je sais qu'à un moment donné, il y a une lourdeur. Par contre, il faut qu'il soit toujours en capacité, en cas de contrôle, de prouver sa bonne foi et que si jamais en effet il y a quelque chose qui a été frauduleux ou qu'il y a quelque chose qui ne l'a pas bien fait ou qu'on n'a pas bien fait ensemble, qu'on soit en capacité de dire ok, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire, donc on rectifie et donc ça donne lieu à cette réflexion à un paiement supplémentaire d'impôt ou quelque chose. Par contre, ce qu'on ne souhaite pas avoir, c'est les pénalités et les amendes. Et donc moi, comme je le dis à certains de mes clients, je ne vais pas venir contredire sur certains points quand on a fait une erreur. L'erreur, elle est possible, tout le monde l'a fait. Par contre, je vais venir prouver notre bonne foi en disant que je ne suis pas en accord avec les pénalités et je vais demander à ne pas les payer. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on y va. Vigilance 2012, comme je le disais, je ne sais pas combien de vos clients la font, mais moi, j'en ai pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Bon, du coup, dans ces schémas, on dirait que les adresses mail des dirigeants pour recevoir les factures ne seront plus valables. Alors, il faut toujours passer par la plateforme obligatoire. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on tendra vers une adresse générique de l'entreprise qui arrivera vers cette plateforme-là, et la plateforme, comme le disait, si c'est Use, vous permettra d'avoir ce workflow de validation, et donc les différents intervenants qui pourront voir, soit de manière cadencée, soit de manière simultanée, si c'est nécessaire, la facture. Donc c'est ça aussi où il y a un gain. Alors évidemment, on n'est plus sur l'artisan, mais on est plutôt sur l'entreprise qui a plusieurs valideurs, voire qui géographiquement est un peu éparpillée. Mais ça peut très bien être aussi une petite entreprise qui a tout simplement des personnes qui opèrent sur le terrain, un pisciniste ou quelque chose comme ça, où il y a des chantiers qui sont un peu à droite à gauche. Ça lui permet d'avoir cette validation, ou en tout cas un regard nécessaire sur le facture et sur le paiement de la facture. Est-ce que tu n'avais pas négocié des frais de transport, on n'avait pas dit que c'était à zéro, etc. Ce n'est pas le dirigeant qui va pouvoir avoir ces éléments-là de négociation si ça a été fait en amont. Donc c'est pour ça que sur certaines factures, on peut voir plusieurs personnes en amont de la validation et de la mise en paiement. Par contre, là où moi je lutte, c'est je veux être au plus près en tant que comptable pour pouvoir comptabiliser la facture. Parce que même si la facture, comme tu le disais, ne doit pas donner lieu à un paiement ou va donner lieu à un avoir ou quelque chose, je dois moi pouvoir la comptabiliser tout de suite. Alors après, c'est le process que vous mettez en entreprise. Moi, aujourd'hui, quand la facture arrive, elle arrive donc dans Use. Dans Use, moi, je fais la comptabilisation. Et le fait de faire la comptabilisation, ou du moins ce qu'on appelle le vidéocodage, donc ça donne un certain nombre d'informations, de renseignements, le nom du fournisseur, le montant hors taxe, le montant TTC, permet de passer à une étape suivante où là, vous avez plusieurs personnes qui peuvent venir voir la facture. Et généralement, ces personnes-là sont des personnes du métier. Donc moi, je vais faire mon travail de comptable, je vais venir comptabiliser la facture. S'il y a des axes analytiques, soit je pourrais les avoir parce que la facture, c'est une facture qui est assez récurrente et j'ai déjà ces axes-là, soit je peux demander une information à une tierce personne, mais ça, c'est mon travail, je le fais à côté. En attendant, la facture, elle, a pu partir, enfin quand je dis a pu partir, est visible par la personne qui est sur le terrain, qui va pouvoir dire oui, moi je suis d'accord, c'est bien ce que j'ai commandé, c'est bien ce que j'ai reçu, s'il ne fait pas bon de commande, bon de réception, et donc je suis en accord. Et ça peut passer à une étape 2, qui peut passer à une étape 3, qui peut passer à une étape 4, ou qui tout simplement peut aller sur les factures qui sont en paiement. Moi j'ai certaines factures aujourd'hui qui ne voient
plus personne. Ça veut dire que la facture arrive, j'ai par chance le bon de commande, le bon de réception qui sont bons, qui sont en parfaite adéquation avec la facture. Si c'est des bons de commande, enfin en tout cas si c'est une facture de prestation qui est assez récurrente, j'ai même pu comptabiliser dès le moment du bon de commande, la facture quand elle arrive, elle est intégrée, elle est rapprochée et elle part directement sur la mise en paiement. Pour prendre des exemples concrets là-dessus, je pourrais écrire un circuit dans Use en l'occurrence pour dire que si la facture du fournisseur EDF fait, je sais pas, je suis mensualisé à 120 €, si ma facture du fournisseur EDF fait 120 € et que j'en ai qu'une par mois et qu'il n'y a pas de doublon, ben la facture passe automatiquement. Aucun humain ne la revalidera, la reverra. On peut aller jusqu'à ce type d'extrême-là, c'est ce qu'on appelle le mode no touch. Et on peut, comme David le disait, j'ai commandé 3 ordinateurs chez mon prestataire informatique pour 1 000 € chacun. J'ai un numéro de commande qui est généré par le système, que ce soit Use ou autre chose. D'ailleurs, on peut passer des commandes ailleurs, hein. À partir de ce moment-là, lorsque la facture arrive, l'outil peut aller vérifier dans la base de données si j'ai bien une commande pour 3 ordinateurs pour 1 000 € chacun avec tel numéro de commande. Et si tout correspond, à nouveau dire, encore une fois, c'est une volonté, hein, dire si tout correspond, j'ai même pas besoin de vérifier. Voilà. Après, on peut très bien être dans le cas inverse et dire si la facture fait plus de 100 000 € sur telle section analytique, tel compte de charge, quel que soit le critère qu'on veut, on ne va pas avoir une seule étape de validation, mais 3. Et on va intégrer carrément le président du groupe parce que c'est important que ce critère-là soit contrôlé. C'est ni plus ni moins que du workflow. En l'occurrence, là, on est vraiment sur la partie dite entreprise, hein, et conseil. En fait, après, c'est comme la data, vous pouvez faire plein de choses. Après, il y a aussi notre devoir de dire n'allons pas faire trop de choses et qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est bien à faire avec ces données-là. Et là, on a un vrai rôle parce que quand on a vu arriver certaines solutions, et notamment la solution Use qui permettait d'avoir un certain nombre de données, un certain nombre d'extractions, on a ouvert la boîte de Pandore pour certains clients qui s'y perdaient à force en fait. Et donc le fait de rationaliser, de dire attention, une facture ça ne doit pas avoir 35 personnes, un workflow ça doit être comme ça, la validation ça doit être comme ça, c'était revoir les process. Parce qu'aujourd'hui, les process que tout le monde connaît, oui, quand c'est telle personne qui n'est pas là ou en vacances, on sait que c'est telle autre personne qui peut valider. Demain, vous devez le formaliser, vous devez le mettre, et ça participe à la documentation de la piste d'audit. Mais savoir qui valide les factures depuis 10 000, les honneurs, etc., ce sont des vraies questions. Mais ce que tu dis là a un coût, c'est le conseil. C'est-à-dire qu'une entreprise qui prendrait une solution comme Use ou autre chose pour la mettre en place va souvent, si elle n'est pas bien accompagnée, se perdre dans des sujets parfois futiles pour aller traiter telle particularité et se concentrer presque que sur les particularités. Alors que la mise en place d'un outil de démat pour mettre en place un process, c'est l'inverse. C'est plutôt savoir traiter le plus possible de factures automatiquement ou simplement. Les particularités, on les traitera manuellement. De toute façon, c'est pas grave si on a 10%, 15% des factures sur lesquelles tout est fait manuellement. C'est pas grave. Le but, c'est plutôt le reste. Et le reste, en général, c'est simple. Et c'est là où le conseil est important. Et ce conseil a un prix. C'est ce qui se passe bien quand on travaille avec Use, puisqu'on arrive bien à se partager et à dire ça, c'est ce que tu sais faire et que tu vas apporter en valeur ajoutée. Et Use sait très bien faire cette partie-là. Et à côté, toute la partie conseil, référencement, etc., c'est ce que je vais faire, etc. Et c'est ce qui fonctionne bien. Et c'est ce qui nous permet clairement, d'avancer c'est vous qui connaissez les clients en général. Donc le conseil, c'est mieux que ce soit la personne qui connaisse le client qui l'apporte. D'autres questions ? Oui. Moi, j'entends pas. Pour les schémas ? Je vieillis en V. Oui. Normalement, oui. Oui, si vous prenez la flèche du fournisseur A et que vous allez directement à la plateforme publique, vous voyez qu'il y a une flèche ensuite qui est remontante, soit vers l'acheteur directement, soit vers une plateforme certifiée qui l'enverra à l'acheteur. Tous les flux, les flux sont presque tous dans tous les sens là, dans les deux sens, pardon. Ouais. Aujourd'hui, encore une fois, la volonté de l'administration, c'est peu importe comment vous faites. Ce que je veux m'assurer, c'est que vous le faites bien et je veux au plus vite avoir les données. Donc l'objectif, il était vraiment, on le voit dans les groupes de travail, l'objectif n'est pas de venir apporter une contrainte ou de venir apporter une restriction, mais c'est de dire, ok, on se met d'accord sur ce qui est passé, vous pouvez continuer à faire ce que vous le souhaitez, mais je veux que ça soit normé et je ne veux pas qu'il y ait de possibilité de fraude. Le point dans ça, c'est fraude. D'où certains documents où
je souhaite qu'il y ait une pièce d'audit et je ne souhaite pas que ça sorte de l'ERP, que vous le sortiez en papier, que vous veniez la porter dans le scan, que vous l'envoyez sur une adresse X, etc., etc. Mais encore une fois, comme le disait la personne qui est là, normalement, on devait avoir les premiers décrets en septembre. Au début septembre, bon, on est encore en début, on n'a pas passé le 15, mais on n'a pas encore ces éléments, parce qu'on le voit bien, et on a un de nos confrères qui a fait à l'époque un très bon article, qui est encore sur le net, que je vous engage à aller voir, qui est Price, sur la partie, les avocats sur la partie Price, où justement ils mettent en évidence tous les manquements ou tous les éléments un petit peu sombres sur lesquels on va devoir répondre, l'administration va devoir répondre pour qu'on puisse mettre vraiment de manière pragmatique cette réglementation. Et franchement, moi j'ai rien à dire, le document à mon sens est très bien fait et dépeint encore une très belle image de ce qui est la réalité. Donc il y a encore des choses qui sont à parfaire. Non, ce schéma n'existe plus. Ça, c'est mort. Le seul fournisseur client, vous oubliez, ça n'existe plus. En fait, ça existe dans le e-reporting. Oui. Ça existe dans le e-reporting. J'ai un client, c'est un particulier. Ce que je disais tout à l'heure avec Laura Merlin, je peux lui envoyer la facture, enfin lui donner la facture, c'est pas un souci. Mais dans le e-invoicing, ce qui sera quand même la majeure partie du flux, là c'est plus possible. Le fournisseur A ne doit plus envoyer sa facture à l'acheteur B. Entreprise, c'est France. Ouais. Effectivement, c'est le changement majeur. Ouais. Je donne un exemple. Enfin, je suis arrivé tout à l'heure en taxi à l'aéroport. Je suis arrivé à l'aéroport et j'ai pris le taxi pour venir ici. La première chose qu'a voulu faire le taxi, c'est me proposer que je le paye en espèces. Et il m'a dit clairement que si je payais en espèces, on s'arrangeait. Voilà. Alors, je suis dans le flux B2C, mais c'est typique de la fraude à la TVA. Alors, c'est à petite échelle, mais évidemment, ça existe à tous les niveaux. C'est ce que l'État veut éviter. T'as pas accepté, bien sûr. J'avais que la carte bleue. J'ai pas eu le choix. Non, c'est-à-dire que si tu avais autre chose, tu aurais accepté? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend. Merci à tous en tout cas pour votre intérêt. Ça fait presque 1h30 qu'on est ensemble. On a bien dépassé le temps qu'on imaginait. Et puis on espérait ne pas vous avoir achevé au bout d'1 heure. Donc c'est bien. Et puis on a quand même qui sont partis. On en a achevé quand même quelques-uns. Voilà. Mais on espère vous recroiser. Alors moi on m'a demandé de la remettre sur une clé USB, donc je l'ai transformé en PDF que j'ai remis à l'entrée. Visiblement tous ceux qui sont passés ont été scannés ou sont identifiés pour pouvoir vous l'envoyer a posteriori. Voilà. Nous-mêmes use si besoin, parce qu'on a les inscrits à l'atelier, on peut vous le renvoyer a posteriori, donc je peux prendre cette initiative-là. Merci à tout le monde, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée, merci. Au revoir.